Bonjour tout le monde, de ce slide, on peut parler sur les contraintes des sols. Donc, notion de contrainte dans les sols. Le sol est composé en général de trois phases, solide, liquide et gazeuse. Dans l'étude de problèmes géotechniques, on considère souvent certaines parties des sols comme étant saturées. La composition des sols se réduit alors à partir des sols comme étant saturés. La composition des sols se réduit alors à deux phases solides et liquides, voire uniquement la phase solide si le sol est sec. Donc la notion de contrainte dans le sol saturé mélange en deux phases, correspond à la valeur moyenne des forces intergalées et des forces de pression d'eau appliquées par unité de surface. Donc le sol se développe très peu de contraintes normales. Attention, on adopte alors la convention suivante. Positivement, les contraintes normales correspondent à une compression ou raccourcissement. Négativement, les contraintes normales correspondent à une traction, traduisant un allongement. Donc, dans la modélisation du squelette intergranulaire du sol, donc on peut estimer comme un bar composé de métal et de caoutchouc. Donc la force F se répartit entre la force F se répartit en F1 dans le caoutchouc et F2 dans le métal. Contrainte dans le squelette intergranulaire. On trouve deux contraintes. Donc la contrainte effective qui correspond à la contrainte normale, contrainte prime, et la contrainte tangentielle T prime. Et la contrainte dans l'eau, qui correspond à la pression interstitielle, et avec la contrainte tangentielle dans l'eau qui est nulle, au niveau où il y a la présence de la nappe. Donc, si on fait l'association de ces deux contraintes, contrainte effective plus la contrainte de l'eau, on peut aller dans ce qu'on appelle le postulat de Terzaghi. Donc, le comportement mécanique du sol est régi par des contraintes effectives qui sont transmises dans le squelette des grains solides des sols. Donc la contrainte Z est égale à la contrainte effective prime plus la pression interstitielle qui est décomposée en deux contraintes. Contrainte Z est égale à la contrainte effective prime plus la pression interstitielle, et la contrainte horizontale X est égale à la contrainte prime X plus la pression interstitielle. La contrainte sur une facette horizontale. Donc en considérant un massif de sol sec ou humide non saturé homogène, le poids volumique gamma a une surface libre horizontale et un équilibre sous l'action de son propre poids. Donc, on considère un point M correspond à cette masse du sol, à cet massif du sol. Donc la contrainte Z dans ce type est égale au poids volumique ou le gamma fois la profondeur de ce poids. Dans le cas où on a des sols stratifiés, dans le cas d'un terrain constitué de plusieurs couches de sol horizontal d'épaisseur variée, par exemple dans cette image, on a l'épaisseur de première couche D1 avec son poids volumique qui correspond au gamma 1, la deuxième couche D2 avec son gamma 2,
la troisième couche D3 avec son épaisseur D3 et avec son poids volumique gamma 3, la minute 4 et la couche 5. Donc l'ensemble des contraintes qui correspond, c'est l'ensemble du poids volumique fois, par exemple la couche 1 fois l'épaisseur de la couche 1 plus le poids volumique de la couche 2 fois l'épaisseur de la couche 2 plus le poids volumique de la couche 3 fois l'épaisseur de la couche 3, puis le poids volumique de la couche 4 fois l'épaisseur de la couche 4, puis le poids volumique de la couche 5 fois l'épaisseur de la couche 5. Donc, dans nos cas où il y a les couches totalement stratifiées, on fait l'ensemble des poids volumiques fois leur épaisseur de chaque couche. Dans un sol sans nappe, donc c'est-à-dire le sol homogène, on considère que la contrainte Z est égale au poids volumique fois sa profondeur selon pour un point situé dans le site massif rocheux. Donc le sol au repos, la contrainte horizontale liée à la contrainte verticale avec le rapport K appelé coefficient de poussée des terres au repos. Donc la contrainte horizontale est égale au coefficient au repos fois la contrainte Z qui est calculée avec, on sait que le coefficient de poussée est égal au coefficient de Poisson sur 1 moins le coefficient de Poisson des sols, avec le coefficient de Poisson est inférieur toujours pour les sols inférieurs à 0,5. Donc le coefficient de poussée est égal à 1 moins sinus alpha, l'angle de frottement. Donc toujours pour le même point M, tous les moments ensemble des moments ou des contraintes sont égaux et sont symétriques. Donc par exemple pour un point M, les contraintes fois les distances est égale dans différentes directions sont égaux. Avec si on fait une matrice de calcul pour ces contraintes avec leur déviation et leur déplacement, donc on constate que la tendance des contraintes est toujours symétrique pour un même point dans un milieu isotrope. Donc pour un sol avec nappe, la contrainte Z est égale au poids volumique de l'eau fois la profondeur de l'eau plus le poids volumique du sol saturé fois la profondeur de sol saturé. Pour la pression interstitielle, le poids volumique est égal au poids volumique de l'eau fois la profondeur de la nappe de l'eau plus la profondeur de sol saturé. Donc la contrainte effective est égale la contrainte Z moins la pression interstitielle, ce qui nous donne le poids volumique de l'eau fois le poids fois la profondeur Z de l'eau plus le poids volumique du sol saturé fois la profondeur du sol saturé moins le poids volumique de l'eau fois la profondeur de l'eau plus la profondeur du sol saturé. On sait que le gamma dJg est égal au poids volumique saturé moins le poids volumique de l'eau. Ce qui nous donne la contrainte effective est égale le poids volumique dJg fois la profondeur Z des sols saturés. Avec la contrainte axiale ou horizontale est égale le coefficient de Poisson fois la contrainte Z'. Donc la contrainte X, la contrainte horizontale est égale au coefficient de Poisson fois la contrainte vecteur plus la pression interstitielle.
pour un sol submergé, donc on constate que la contrainte Z est égale le poids volumique des sols humides fois au sec fois la profondeur du sol sec plus le poids volumique des sols saturés fois le niveau de la nappe où il y a le sol saturé. Donc avec la pression interstitielle est égale au poids volumique de l'eau fois le niveau, la profondeur de la nappe avec le point N qu'on a étudié. Donc la contrainte effective est égale à la contrainte Z moins la pression interstitielle, ce qui nous donne avec que la contrainte le poids volumique des jaugés est égal à la contrainte de saturation moins le poids volumique de l'eau. Donc la contrainte effective est égale au poids volumique fois la profondeur des Z sol plus le poids volumique des jaugés fois la profondeur de l'eau avec la profondeur à partir de la nappe avec notre point d'étude. Pour une surface libre de sol. Pour une surface libre du sol incliné, donc pour un sol à surface inclinée d'un angle alpha, pour un sol à surface inclinée d'un angle alpha sur l'horizontale, la contrainte qui s'exerce sur une facette parallèle à la surface, la profondeur H ou la profondeur Z, donc on peut la décomposer en cette facette parallèle à la surface. Donc la contrainte horizontale, on peut la décomposer en deux contraintes. Donc la dérivée de contrainte x sur la dérivée x plus la dérivée de contrainte tangentielle x, y, z sur la dérivée y, z est égal moins le poids volumique fois sinus alpha. La même chose pour la contrainte tangentielle. La dérivée de contrainte tangentielle zx sur la dérivée x plus la contrainte, ça fait plus la dérivée de contrainte z sur la dérivée de contrainte est égal le poids volumique fois cos alpha. On sait que la contrainte x et contrainte y, delta z, et la contrainte z doit être indépendante de x. On sait que la dérivée de contrainte x sur la dérivée x est nulle. Même chose pour la dérivée de contrainte z, y, sur delta z, sur la contrainte z, est nulle. Donc on constate que la contrainte z est décomposée en deux contraintes. La contrainte z est égale le poids volumique fois la profondeur z cos alpha. La même chose pour la contrainte tangentielle où xy est égal moins le poids volumique fois la profondeur z sinus alpha. Avec les forces appliquées sur ce point, c'est-à-dire le poids appliqué sur ce point M est égal à le poids volumique fois z est égal au poids volumique fois la profondeur H fois cos alpha. Et la surface on sait que la force F ou la force des poids de terrain est verticale. On a un exemple, on peut le voir. Dans cet exemple, calculer et tracer la distribution des contraintes en fonction de la profondeur Z de contrainte Z, la pression interstitielle et la contrainte prime Z, et la contrainte X et la contrainte effective prime X. Donc
on a une superposition des couches. La première couche qui s'étend entre 9 mètres et 13 mètres avec le poids volumique 15, le coefficient de pouce c'est 0,45. La deuxième couche qui s'étend entre 4 et 9 mètres avec le poids volumique 17 kN par mètre carré avec le coefficient K0 égale 0,55. La troisième couche entre 0 mètres à 4 mètres avec le poids volumique qui est égal à 6 kN avec le coefficient de pouce égal 0,5. Ces couches-là, au niveau de la nappe, correspond à 6 mètres. Donc, on fait le calcul des contraintes Z, des contraintes X et les contraintes effectives pour Z et X. Donc on a déjà calculé ces contraintes par un schéma. Pour la contrainte Z, à partir de la première couche entre 0 et 4 mètres, contrainte Z entre 0 et 4 mètres est égale, le poids volumique fois Z est égal 16 fois 4 est égal à 64 kN mètre cube. Pour la deuxième couche, où on n'a pas la nappe, donc est égal, la contrainte Z est égale 16 fois 4 plus 2 fois 17 est égal à 98 kN par mètre. Pour la deuxième couche où il y a la nappe, c'est la même chose. La contrainte Z est égale à 16 fois 4 plus 2 fois 17 plus 3 fois 17 est égal à 149. Pour la troisième couche, où il y a la nappe aussi entre 9 mètres et 13 mètres, la contrainte Z est égale à 16 fois 4 plus 2 fois 17 plus 3 fois 17 plus 4 fois 15 est égal à 209. Donc on a déjà calculé les contraintes Z. On sait que à partir de ces schémas, on voit que lorsqu'on allait vers la profondeur, la contrainte Z augmente. Il y a quelque chose qu'on peut estimer que lorsque la nappe existe, donc le niveau de contrainte Z augmente aussi. Pour la pression interstitielle, intergranulaire, pour la première couche, la pression interstitielle est égale le poids volumique de l'eau fois Z. Le poids volumique de l'eau est nul, donc la pression interstitielle est nulle. La même chose pour la deuxième couche entre 4 mètres et 6 mètres. La pression interstitielle est nulle parce que la nappe n'existe pas. Pour la deuxième couche entre 6 mètres et 9 mètres où il y a la nappe, donc la pression interstitielle est égale à la profondeur entre 6 et 9 mètres, ce qui nous donne 3 mètres, 3 fois 10 qui correspond à le poids volumique de l'eau, ce qui nous donne 30 kN. La même chose pour la couche entre 9 mètres et 13 mètres, donc ce qui correspond à donc entre 9 et 13 mètres, c'est-à-dire ce qui nous donne 7 fois 10, donc 70 kN. C'est la profondeur entre entre le niveau de la nappe, c'est entre 6 et 13 mètres. Donc est égal à 6 fois 10, 10 correspond au poids volumique de l'eau, ce qui nous donne 70 kN. La même chose pour la contrainte Z effective.
aussi que la contrainte Z effective est égale à la contrainte Z moins la pression interstitielle. Donc pour la première couche, la pression interstitielle est égale à 0, donc la contrainte Z est égale à la contrainte effective est égale à la contrainte Z. La même chose pour la deuxième couche entre 4 et 6 mètres, la contrainte Z est égale à 98, moins la pression interstitielle est égale à 0. À partir de 6 mètres jusqu'à 9 mètres où il y a la nappe, donc dans cette couche-là, la contrainte effective Z est égale à 149 moins 30 kN, c'est-à-dire la contrainte Z moins la pression interstitielle qu'on a déjà calculée qui est égale à 30. Donc ce qui nous donne 119 kN. Pour la troisième couche entre 9 mètres et 13 mètres, la contrainte prime Z est égale à la contrainte Z moins la pression interstitielle, donc 209 moins 70, ce qui nous donne 139. Pour la contrainte prime X horizontale, qui est égale au coefficient de poussée fois la contrainte prime Z pour chaque couche. Pour la première couche, donc la contrainte prime X est égale le coefficient de cette couche de poussée est égal à 0,5 fois 64, ce qui nous donne 32 kN. Donc à partir de 4 mètres, on a entré dans la deuxième couche où le coefficient de poussée est varié. Donc ce qui nous donne 0,55. Donc on peut calculer la contrainte prime X, la deuxième est égale à 0,55 fois 64 est égal à 35,2. Donc on a un déplacement horizontal. La même chose pour la couche, la deuxième couche où il y a le niveau de la nappe. Donc la contrainte prime X est égale à 98 fois 0,0 fois 0,55, ce qui nous donne 53,9. La même chose pour la deuxième couche où il y a la nappe. Donc on prend la contrainte prime Z est égale à 119 fois 0,57, ce qui nous donne 60,5 kN par mètre cube. On a un déplacement recto inverse, donc on a entré dans la troisième couche où le coefficient de poussée doit être changé à 0,45. Donc la contrainte prime X est égale à 119 fois 0,45, ce qui nous donne 53,55. Pour la dernière couche, on a le coefficient de poussée est égal à 0,45 fois notre contrainte Z prime effective est égal à 139, ce qui nous donne 62,55. Pour la contrainte X est égale à la contrainte effective prime X plus la pression interstitielle. Donc la contrainte prime pour la première couche est égale à la même, donc on n'a pas, parce que la pression interstitielle est nulle, donc est égale à la même, correspond à la contrainte prime X. La même chose pour la deuxième. La même chose pour la deuxième couche, où on n'a pas de pression interstitielle, ce qui nous donne
ce qui nous donne la même chose, c'est-à-dire la contrainte x est égale à la contrainte effective x. Pour la troisième, on a un changement, donc la contrainte x est égale à 60,5 plus la pression interstitielle qui est égale à 10, ce qui nous donne 90,5. Donc, c'est-à-dire la contrainte prime x, non, c'est la contrainte prime x est égale à 65,5 plus 30 kN, ce qui nous donne pour la contrainte x 95,5. La même chose pour le déplacement recto. Donc, dans 50,55 plus la pression interstitielle égale 30, ce qui nous donne 83,55. Pour la dernière couche, la pression interstitielle est égale à 70 plus la contrainte horizontale x est égale à 62,55, ce qui plus 90, ce qui nous donne 130,55. Donc on a calculé d'abord dans cet exemple de l'exercice la contrainte Z et la pression interstitielle et la contrainte prime effective et la contrainte prime effective horizontale et la contrainte horizontale. Si par exemple dans ces couches là, dans cet exemple, si on a par exemple, on s'applique à 6 mètres où il y a la nappe, une charge, exemple, 1 mètre de soutènement. Par exemple, à 6 mètres, on a exercé une charge, c'est-à-dire le mètre de soutènement. Donc, il va subir une charge qui correspond à 53,9 qui est axiale. Si la période fluviale vient après une sécheresse, donc s'il y a dans une période où il y a la sécheresse, puis la période fluviale vient, donc la pression interstitielle augmente, ce qui exerce une force sur le mètre de soutènement qui va se déplacer ou se renverser. Et donc, merci beaucoup pour votre continu de nos continuer cette vidéo jusqu'à ce slide jusqu'à leur termine. Donc, tu peux nous suivre dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Et merci beaucoup pour tout le monde.